Vous écoutez Le Monde de la Philosophie dirigé par Rémi Soulier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 14 décembre 2020 de 10h30 à 11h30 et réalisé par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bienvenue dans le monde de la philosophie, bienvenue à vous Guillaume Travers. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes professeur d'économie, vous êtes journaliste à la revue Éléments, vous êtes également et tout autant, et dirais-je presque surtout essayiste. Vous avez publié 2 ouvrages aux éditions de la Nouvelle Librairie dans la si belle collection Longue Mémoire de l'Institut Iliade, intitulée donc Économie médiévale et société féodale et Capitalisme moderne et société de marché. Et vous avez donc co-dirigé avec Alain de Benoît un superbe ouvrage intitulé La bibliothèque du jeune européen, 200 essais pour apprendre à penser aux éditions du Rocher. Nous allons bien entendu en parler abondamment, et sur le fond et sur la forme, parce que la forme est aussi assez originale. Mais avant d'en venir à ce volume, je souhaiterais, Guillaume Travers, que nous rendions hommage à Jean-François Gautier, qui a rejoint les Oies sauvages il y a quelques jours maintenant. Et les choses sont un peu étranges parce que nous savions Jean-François Gautier, hélas, malade. La date de notre émission est arrêtée depuis quelques mois, depuis plusieurs mois déjà, en tout cas assez longtemps. Et il se trouve que Jean-François Gautier est également l'un des contributeurs les plus importants, les plus essentiels de ce fort et beau volume qui en comprend beaucoup de contributeurs. Mais Jean-François Gautier a rédigé énormément de notices, comme vous d'ailleurs, Guillaume Travers. Et Jean-François Gautier, vous l'avez également édité dans la collection Longue Mémoire de l'Institut Iliade, donc la Nouvelle Librairie, puisque vous avez publié À propos des dieux, l'esprit des polythéismes. Jean-François Gautier était philosophe, c'était également un musicologue, c'était un homme très cultivé au savoir encyclopédique dans le domaine de la philosophie, de l'art, de la peinture en particulier, de la musique évidemment. Il a écrit sur Palestrina aux éditions Actes Sud, il a écrit sur Debussy, il était également éthiopathe, il avait ce savoir et ces curiosités extrêmement étendues, extrêmement vastes. Donc vous avez connu, Guillaume Travers, Jean-François Gautier. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de lui? Nous parlerons de son travail dans ce volume-là, bien sûr, le cas échéant, mais voilà, quelques mots sur Jean-François Gautier. Alors merci beaucoup tout d'abord de l'invitation. Évidemment, Jean-François Gautier, personnage fascinant, quasiment indescriptible, tellement l'ampleur de ses connaissances et de ses domaines était vaste. Je déjeunais avec Alain de Benoît il y a quelques mois, et Alain de Benoît, dont on sait l'étendue du savoir, me disait, on dit que je couvre quasiment tous les domaines. C'est pas vrai du tout. Par contre, on peut le dire de Jean-François Gautier. Et quand je me compare à Jean-François Gautier, je me sens presque petit. Et Alain de Benoît disait ça. C'était évidemment très touchant. Oui, c'est un très beau compliment. Un très beau compliment. Et donc Jean-François Gautier, oui, je l'ai connu d'ailleurs surtout par correspondance, puisqu'on s'est croisés qu'à de rares occasions en personne. Mais j'ai donc effectivement édité son petit livre sur le polythéisme antique. Et surtout, j'ai correspondu avec lui très régulièrement pour ce livre, la bibliothèque du jeune européen, dont il a écrit quasiment un bon 6e, je crois, 30 ou 40 notices sur 200. Dans des domaines très variés. Exactement. Alors effectivement, on en parlera dans un instant, mais chacun a commencé par les domaines qui lui étaient les plus familiers. Et Jean-François, c'était évidemment le domaine grec. Il était un connaisseur absolument profond, très fin
toute la philosophie et de l'univers grec, mais au fur et à mesure que l'ouvrage a été composé, il a étendu ses notices toute la philosophie, au domaine des sciences. Il était un philosophe des sciences très important. Il a écrit également un livre sur l'univers. Absolument. Il y a quelques années. Enfin, c'était vraiment quelqu'un d'une ampleur de vue et d'une modestie en même temps. Il n'a évidemment pas la notoriété auprès du public qu'il aurait pu avoir s'il l'avait cherché, mais il ne l'a, je crois, jamais cherché. C'était un homme d'une grande discrétion. J'ai revu à l'occasion de son départ l'entretien qu'il avait accordé à Paul-Marie Couteau sur TV Liberté. C'est un très très bel entretien, et on sent, et il attribue d'ailleurs cette discrétion-là à son caractère de Charentais. Il était très enraciné, et c'était un amoureux de son pays natal, où il a vécu, où il a travaillé également. Il attribuait cette discrétion de caractère à son pays. Tout à fait. Et c'était évidemment très vrai. À propos d'ailleurs de ces entretiens, on peut dire, je crois que pour ceux qui ne connaîtraient pas Jean-François Gaultier, c'est probablement la meilleure introduction à l'œuvre et au personnage. Absolument. Paul-Marie Couteau, qu'il a interviewé, a fait un travail absolument formidable pour mettre au jour les grandes lignes de force de son œuvre, de sa pensée, de sa vie. Et on découvre aussi les côtés plus personnel. Évidemment, la pratique de l'éthiopathie, oui. Jean-François Gaultier l'a pratiquée à un très haut niveau, a beaucoup écrit et formé sur ces sujets-là. Disciple de Trédaniel. Disciple de Trédaniel, qu'il a évidemment bien connu. Praticien dans sa commune charentaise également. Rebouteux de village, comme il se disait lui-même. Il aimait beaucoup ce terme, avec raison. Tout à fait. Et donc vraiment un homme complet. Il est difficile de voir des domaines qui ne couvraient pas ou qui n'avaient pas abordé d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est vraiment. Et puis, enfin, pour quelqu'un de plus jeune comme moi, formateur également, j'ai eu le plaisir de l'entendre plusieurs fois à l'Institut Iliade, à la fois dans le cadre des colloques, mais également dans le cadre des formations que l'Institut Iliade organise. Et il ne comptait pas son temps et sa pédagogie pour également transmettre un savoir qui était immense. Et, il y avait effectivement, on a évoqué sa discrétion, il y avait beaucoup d'humilité en lui, hein, comme souvent d'ailleurs chez les plus grands savants, enfin ceux qui ont. Et alors, en ce qui me concerne, j'avais eu l'occasion, nous avions échangé quelques messages également à propos de son ouvrage, donc à propos des dieux, l'esprit des polythéismes, et il se trouve qu'il devait venir à cette émission-là. Nous n'avions pas arrêté de date puisqu'il était déjà malade, mais il devait venir parler de son ouvrage ici même. Bon, cette émission ne se fera pas, mais le livre que vous avez co-dirigé donc avec Alain de Benoît, Guillaume Travers, sera l'occasion pour les lecteurs qui ne le connaissent pas de voir l'étendue de son savoir et de son savoir-faire également. Je me suis alors c'est très loin d'être exhaustif, hein, mais j'ai noté quelques entrées, puisque vous allez nous expliquer évidemment ce qu'est cet ouvrage, mais quelques entrées évoquées par bon, ce serait long, par Jean-François Gaultier, mais elles sont énormes et dans des domaines extrêmement variés. C'est ce qui est fabuleux. Et lors de ces conférences à l'Institut Iliade, lors des colloques, je pense en particulier, je me souviens encore de ses explications de certains chefs-d'œuvre de la peinture qu'il reliait à ses propres interrogations sur le domaine grec. Enfin, tout ça a été très interconnecté dans son esprit. Tout à fait. Conférences d'ailleurs qu'on peut retrouver sur Internet. Enfin, elles sont pour le grand public toujours accessibles, et donc profitez. J'incite évidemment tout le monde à aller en prendre connaissance. C'est vraiment fascinant. C'est vrai. Tout à fait. Et alors, bon, écoutez, nous pensons évidemment beaucoup aujourd'hui, en particulier à notre ami Jean-François Gaultier. Donc, Guillaume Travers, cet ouvrage, La bibliothèque du jeune européen, formellement, c'est un ouvrage qui est un peu étonnant. Je veux dire par là qu'il est, il est volumineux, mais ça, c'est pas quelque chose de particulièrement rare. Mais surtout, il est conçu d'une manière formelle assez singulière, et puis, évidemment, son esprit est lui-même assez singulier. Alors, tout d'abord, pour les auditeurs qui souhaiteraient découvrir ce livre, afin qu'ils ne soient pas un peu désarçonnés par sa forme, pourriez-vous tout simplement nous expliquer ce qui le constitue de ce point de vue-là? Tout à fait. Alors, donc, déjà le titre, Bibliothèque du jeune européen, peut-être le sous-titre est plus parlant, 200 essais pour apprendre à penser. Et donc, ce que nous avons réuni avec Alain de Benoît et une quarantaine de contributeurs, dont d'ailleurs vous êtes, oui, ce sont 200 œuvres
par 200 auteurs différents qui nous paraissent absolument marquantes pour la compréhension du monde dans une perspective évidemment avant tout européenne. Et donc nous avons, à de rares exceptions près, essentiellement des essais, avec évidemment quelques œuvres de fiction dont l'importance est considérable, alors fiction ou mythologique, depuis l'Iliade jusqu'à Don Quichotte ou Faust, mais essentiellement des essais qui, je crois, définissent et transmettent une vision du monde, des références absolument indispensables pour les jeunes générations. J'aime dire que nous sommes à une période où l'on déboulonne les statues et l'on renomme les rues. Eh bien nous n'élevons pas de statues, mais au moins nous transmettons les grands noms d'un patrimoine philosophique, scientifique, culturel qui nous paraissent indispensables. Et donc chaque notice, puisqu'il y a donc 200 notices, vise à transmettre les fondamentaux à la fois d'un auteur et d'une œuvre, dans un langage le plus clair possible, principalement évidemment à destination des jeunes générations, mais ne nous trompons pas, il y a là-dedans de quoi nourrir une vie de lecture. On trouve évidemment Heidegger qu'on ne va pas faire lire à un adolescent trop jeune, mais qu'on peut lire toute sa vie, et donc en fait tout le monde peut évidemment s'approprier cet ouvrage. Donc le livre est organisé de manière très méthodique. Chaque notice donc présente l'auteur en un nombre de signes bien définis, selon des consignes d'ailleurs très strictes, de simplicité, de clarté et d'efficacité. On va au cœur des éléments biographiques susceptibles d'éclairer l'auteur. Et puis, deuxième partie, donc le livre sélectionné, l'essai en général, comme vous l'avez dit, ou l'un des textes fondateurs de la culture européenne, de la pensée européenne, et là également, sur une modalité d'exposition très claire et très méthodique, l'œuvre est explicitée, exposée. J'insiste beaucoup sur la clarté de ce livre, de cette bibliothèque du jeune européen, parce qu'effectivement, c'est une manière pour le lecteur qui pourrait être intimidé face à de grandes œuvres de l'esprit, d'y accéder peut-être de prime abord, d'emblée. Ne parlons pas d'y accéder dans la langue d'origine, mais là, non, il y a un travail de présentation qui est très, très objectif, et en même temps, par objectif, j'entends qu'il va au cœur de ce en quoi le livre en question est déterminant pour la pensée européenne. Donc ça aussi, c'est très original comme perspective. Tout à fait. Je pense que notre but, ça a été aussi de donner beaucoup de clés de lecture, c'est-à-dire que je pense à tout chemin de pensée, par exemple le mien, mais c'est probablement le vôtre également. Quand on a 18 ans ou 20 ans et qu'on commence à s'intéresser en profondeur aux sciences sociales, principalement les sciences sociales, puisqu'il y a évidemment un petit peu des choses sur les sciences physiques également, très souvent on lit de manière complètement désordonnée, on lit des auteurs qu'on ne devrait pas lire parfois aussitôt parce qu'on n'a pas les éléments pour les comprendre. Je me rappelle, étant plus jeune, avoir voulu commencer Hegel à 18 ans, et je n'ai absolument rien compris, et je n'ai pas rouvert Hegel pendant très longtemps. Ah oui. Et je l'ai relu par la suite. Pareil pour Heidegger, pareil pour beaucoup d'autres. Et donc il est parfois bon d'être préparé à des lectures, et je crois que dans ce livre, on donne au moins quelques clés pour se préparer à la lecture des grands auteurs. Et puis, il faut le dire aussi, des auteurs absolument classiques, on parlait de Nietzsche ou Heidegger ou Hegel, et aussi des auteurs parfois beaucoup moins connus du grand public, mais qui, pour notre sensibilité politique et intellectuelle, nous semblent importants, et qui donc ont aussi leur place dans ces pages. Et puis évidemment, je pense qu'un lecteur plus âgé peut lire l'ouvrage un peu différemment, et peut-être le parcourir de manière un peu plus cursive, et puis se dire, tiens, tel auteur j'ai lu, je connais bien, et tel auteur je n'ai pas lu, et découvrir en permanence de nouvelles choses. Alors vous évoquiez notre sensibilité, Guillaume Travers. Comment peut-on la définir d'une manière dans ce livre en particulier? C'est-à-dire, quelle est en quelques grands termes, quelle vision de l'Europe ce livre-là présente-t-il? Est-ce qu'on peut la décrire en quelques termes, ou est-ce qu'on peut simplement donner d'ailleurs une grande direction? Cette Europe-là de la pensée, quels sont ces grands axes? Alors c'est très passionnant évidemment. Alors peut-être une chose pour aborder la réponse, c'est de dire que quand nous avons arrêté la liste des 200 essais et des 200 auteurs,
la question s'est posée de savoir comment les classer. Oui. Alors, classement alphabétique, classement chronologique, etc. Et ce que nous avons retenu est une troisième chose, c'est un classement thématique. Absolument. Avec une quinzaine de chapitres qui justement répondent à cette question de la vision de l'Europe. Et on a par exemple, alors évidemment on commence par un chapitre sur les grands mythes fondateurs, où on a, alors on commence avec la Théogonie d'Hésiode, et puis on a évidemment l'Iliade, la chanson de Roland, les Eddas, les Nibelungen, etc., jusqu'au Seigneur des Anneaux, qui nous semble important. Bien, donc les grands mythes, les grandes figures. C'est aussi une Europe qui nous semble à la fois traversée par une dynamique de l'unité, oui. Unité de peuplement, unité civilisationnelle, mais aussi une grande diversité régionale, provinciale, culturelle, etc. Et donc on a à la fois dans cette perspective-là les grands écrits, les grands auteurs sur l'unité européenne. Par exemple, je pense à Dumézil sur l'histoire très longue des Indo-Européens. Et puis en même temps, des auteurs beaucoup plus sensibles à la sensibilité régionaliste ou provinciale de l'Europe. Il y a évidemment dans notre vision de l'Europe un rôle important consacré à la philosophie grecque et au refus de toute coupure entre l'homme et le monde. Alors ça vient évidemment depuis des penseurs tels qu'Héraclite jusqu'à des auteurs beaucoup plus contemporains qui pense cette unité entre l'homme et le monde. Je pense à Marcel Conche par exemple, mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres. Quand on a un chapitre qui je trouve très beau sur l'écologie et la pensée de la nature, qui ne pense pas à la coupure entre l'homme et la nature. On a évidemment un très gros chapitre et volumineux chapitre sur la critique de la modernité. Pour nous, l'Europe, c'est pas le continent des droits de l'homme ou d'un homme abstrait qui ne se définirait uniquement que par l'universalité, mais c'est au contraire par le droit. C'est un continent qui se définit par une culture propre, une histoire propre, une identité propre, une organicité. Et donc on a là-dedans des penseurs extrêmement divers qui tous ont une sensibilité critique de la modernité. Ça va évidemment de Barès avec les déracinés jusqu'à Junger et puis Bernanos et puis Arendt et puis tant d'autres. Donc on a vraiment une Europe très diverse. Un grand chapitre également sur la critique de l'économie ou de l'économisme. Un chapitre assez intéressant sur qu'on appelle troisième voie, avec tout un tas de penseurs qui ont tenté de penser une Europe justement à rebours de la modernité, mais qui ne soit pas non plus l'Europe, le marxisme technocratique, etc. Donc où on a évidemment des auteurs parfois un peu moins connus à l'heure actuelle, depuis Sorel jusqu'aux auteurs de la Révolution conservatrice allemande, jusqu'à des auteurs français comme Paul Ceran. Donc voilà en gros les grandes lignes de force. Alors, en ce qui vous concerne, Guillaume Travers, je disais, vous êtes économiste, professeur d'économie, économiste de formation, donc c'est évidemment un domaine que vous connaissez parfaitement. Mais j'ai été aussi, puisqu'on se connaît, mais les itinéraires des uns des autres ne sont pas nécessairement définis de manière très stricte, mais j'ai été surpris de voir l'intérêt très vif que vous portiez à l'écologie. Vous l'avez vous-même mentionné. Alors bon, dans un premier temps, la manière dont vous, l'économiste que vous êtes, le professeur d'économie, le chroniqueur d'éléments, et l'essayiste, bien entendu, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, comment pourriez-vous, pour les auditeurs, décrire d'une manière peut-être plus détaillée la façon dont vous avez abordé, alors dans vos notices, mais même au-delà, cette question de l'économie, qui souvent d'ailleurs dans notre famille n'est pas la plus saillante, ce n'est pas celle qui a été la plus pensée et la mieux pensée. Tout à fait. Alors, peut-être que pour répondre à ça, il y a un auteur qui est d'ailleurs dans ce livre et qui me semble très important, même si ce qu'il dit a été dit par beaucoup d'autres, qui est Karl Polanyi, qui parle de la grande transformation et du fait qu'à l'époque moderne, l'économie est devenu un domaine complètement autonome par rapport à toutes les autres relations et interactions sociales. Et Polanyi nous dit, traditionnellement, l'économie était encastrée dans un domaine social, politique, culturel, religieux, sacré, etc., tout ce qu'on veut. Et c'est seulement à l'époque moderne, alors c'est en gros la double révolution française et industrielle qui
amène cette séparation et qui fait qu'aujourd'hui, on peut chercher la seule quête du profit à l'exclusion de tout intérêt communautaire, politique, religieux, etc. C'est un cheval fou qui a été lancé Exactement. au galop et qui va dans le mur. Exactement. Et donc, moi, l'économie qui m'intéresse, c'est essentiellement l'économie qui précède cette grande séparation, cette grande transformation, pardon, et donc, par exemple, l'économie médiévale dont j'ai beaucoup parlé, et vous avez beaucoup travaillé. Exactement, qui précisément est un modèle d'économie organique intégrée, où par exemple on ne comprend rien au système des corporations si l'on en fait purement un système de monopole et de contrôle des prix. C'est aussi une communauté de vie, c'est aussi une communauté, une confrérie spirituelle, c'est beaucoup de choses. Ce sont des processions et des traditions et des fêtes et des célébrations, etc. Et donc, c'est pourquoi peut-être, dans ce livre notamment, je ne traite pas que d'économie au sens strict, mais je dois, par cette vision de l'économie, m'intéresser à tout un tas de sciences sociales qui vont de l'anthropologie à la sociologie, à l'histoire des idées, etc., pour comprendre ce que sont justement ces économies organisées de manière organique. Un retour précisément à cette vision organique ou organiciste de l'économie, étant entendu que le monde moderne est évidemment s'inscrit en faux de manière radicale contre cette perspective-là, c'est un retour qui a priori pourrait passer par quel biais? C'est-à-dire, en gros, comment refaire cette unité dans la modernité fragmentée, dans la modernité chaotique? Comment, et dans une économie devenue folle, comment est-il possible de repenser cette totalité, cette unité? Alors, dans la diversité, bien entendu, on est bien d'accord. Question passionnante, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à l'économie médiévale. C'est pas uniquement par intérêt historique et pour regarder vers le passé, mais c'est aussi, je crois, pour regarder vers l'avenir. L'économie médiévale s'est constituée après la chute de l'Empire romain, après un moment d'effondrement absolument considérable, à la fois du commerce, le monde romain connaissait les échanges à longue distance, et de la civilisation urbaine. Donc on sait que Rome est passée d'1 million à 50 000 habitants en un peu plus d'un siècle. Enfin, c'est déclin des villes absolument considérable et besoin de sécurité. Et je crois que ces conditions-là, une fragilité beaucoup plus grande du système mondial, un besoin de sécurité beaucoup plus grand, un besoin de refaire des communautés beaucoup plus grand, amènera nécessairement, sous la force des choses, un nombre croissant de personnes à se reterritorialiser et à reformer des circuits courts qui en fait sont dans une très large mesure ce qui a existé par le passé. Le monde médiéval, j'aime à le caractériser comme un monde de petites communautés. Alors il y a certes une unité faite notamment à cette époque par la religion chrétienne, mais il y a une diversité de provinces, de régions, etc. absolument considérable. Très peu d'échanges à longue distance, donc des échanges beaucoup plus courts et un mode de vie beaucoup plus communautaire, et des relations sociales fondées non pas uniquement sur le gain privé matériel, mais sur à la fois le serment personnel, sur le don et le contre-don qui jouent un rôle considérable. Et donc, je crois que alors on peut espérer que tous ces changements-là se passent de manière volontaire et qu'on sorte de l'économisme ou de la dictature de l'économie de manière politique. La démonie de l'économie dont parlait Voller. C'est ça. Ça pourra peut-être arriver. Je n'y crois peut-être pas trop, mais je crois que même si on n'y arrive pas de manière consciente et volontaire, par la force des choses, le jour où les crises économiques, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, etc., seront trop importantes, naturellement, on aura un retour vers des modes beaucoup plus territorialisés. Une chose qui a été vraie au moment de la fin de l'Empire romain et qui va être vraie, je crois, à l'heure actuelle, c'est qu'on est aujourd'hui dans un monde où, en gros, 3% des gens produisent de l'alimentation, les agriculteurs, et donc 97% de la population repose sur un fonctionnement où donc des chaînes d'approvisionnement, une division du travail, etc. Le jour où tout cela est fragilisé ou remis en cause, eh bien naturellement, il y aura un mouvement de retour vers ce monde rural qui a été très délaissé, et donc ça pourrait
en tout cas, on peut retrouver dans ce monde médiéval des sources d'inspiration sans chercher évidemment à le reproduire à l'identique, ce qui n'aurait aucun sens. Oui, c'est une manière de refaire un monde tout court, hein, tout à fait. Qui est en jeu. Alors, dans cette vision de l'économie et puis éventuellement de son devenir, dont vous tracez les linéaments à partir du passé, évidemment, et d'une manière très claire. Il y a également parmi vos centres d'intérêt, qui sont eux aussi très variés, il y a, disais-je, le domaine de l'écologie. Hein, tout à fait. Et donc de la maison, de toute manière, de l'habitation. Hein. Donc cette manière de concevoir l'écologie, comment peut-on l'articuler avec cette vision du monde économique, puisqu'évidemment, on est bien d'accord, l'enjeu c'est de refaire un monde, donc c'est de refaire une unité organique, vivante, évidemment pas mécanique, et d'articuler, comme dans un grand corps, dans un grand organisme, ces domaines-là qui sont aujourd'hui considérés comme radicalement opposés. Tout à fait. Alors, c'est passionnant. Évidemment, peut-être le grand thème ici, c'est le thème de la marchandise. Les économies, et c'est ce qu'a bien vu Marx, c'est ce qu'ont bien vu beaucoup d'autres auteurs par la suite, Sombart, etc., qui sont également d'ailleurs dans ce livre. Je signale d'ailleurs que Le Bourgeois de Sombart a été récemment réédité. Tout à fait. Un texte. Vous avez vous-même d'ailleurs, vous connaissez très bien Sombart, vous avez écrit sur Sombart. Et je signale d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas fait lors de votre présentation, que vous avez publié également un opuscule de réfutation de Thomas Piketty. Tout à fait. Pourquoi tant d'inégalités aussi, voilà. Je vous en prie. Tout à fait. Donc ce thème de la marchandise est fondamental. C'est-à-dire que le monde moderne, sous la pression donc d'une vision imprégnée d'économie, est venu à considérer toute chose comme une pure marchandise. Et donc, qu'est-ce qu'une montagne ? Eh bien, c'est, pour faire simple, une marchandise dont on peut faire ou non une station de ski selon que les conditions climatiques et géologiques s'y prêtent. Qu'est-ce qu'une forêt ? C'est une somme d'arbres qui sont des ressources pour être utilisées comme énergie dite verte ou pas. Mais c'est uniquement cela. Heidegger, qu'est-ce qu'un fleuve ? C'est une force physique motrice potentiellement sur laquelle on peut hanter une centrale électrique. C'est ça, exactement. Donc c'est exactement cette vision purement technique et économique de la nature. Et donc évidemment, dès que l'on refuse cette vision de toute bien comme marchandise à disposition de l'homme, on peut réellement penser l'écologie, non pas comme économie verte, c'est-à-dire ce qui reste une forme d'économie, la forêt comme bien appropriable, etc., et comme capital, mais on peut se remettre à penser une véritable relation de co-appartenance entre l'homme et le monde, et penser que non pas la nature n'est pas purement à disposition de l'homme, externe par rapport à l'homme, mais eh bien quelque chose qui définit notre présence au monde et notre être au monde. Et donc tout cela peut se décliner de manière absolument multiple dans la vision qu'on a de la nature, mais aussi par exemple de l'agriculture, qui est un thème qui m'intéresse énormément à l'heure actuelle. Donc il y a là, je crois, une richesse de pensée d'écologistes, d'auteurs écologistes extrêmement intéressants, à milieu d'ailleurs souvent de ce qu'on nous présente médiatiquement comme étant l'écologie, mais qui mérite vraiment d'être lu et découvert. Hein. Cet enjeu, c'est toujours celui de la co-appartenance, hein, au fond. Tout à fait. Et ça, c'est très européen. Enfin, c'est au cœur de la vision de l'Europe qui est la nôtre, cet enjeu de la co-appartenance. Ce qui suppose, évidemment, de penser en termes communautaires et de récuser l'individualisme libéral, qui a évidemment contribué de manière considérable à accroître l'axiomatique de l'intérêt, et donc de sortir de ce qui est devenu quasiment un réflexe pour l'homme moderne, occidental ou pas d'ailleurs, et qui est précisément la recherche du profit, de l'utilité immédiate, le pragmatisme et la récusation de cette co-appartenance. Alors là aussi, l'individualisme, cette vision communautaire, cette vision de la communauté, comment peut-on la présenter, la penser quels sont les auteurs qui vous paraissent devoir être signalés en la matière? Ils sont nombreux, certes. Et d'ailleurs, vous-même, Guillaume Travers, je l'ai dit, avez énormément de centres d'intérêt. Et d'ailleurs, je vous interrogerai sur sur des choses un peu plus surprenantes, que j'ignorais et qui vous requièrent.
Donc oui, cette vision communautaire, cette vision oui, plutôt que collective d'ailleurs. Comment peut-on la penser elle-même? Alors, il y a deux choses. Pour en revenir un instant au livre, il y a effectivement un chapitre donc critique de la modernité, qui critique avant tout l'individualisme dont on parlait à l'instant, et qui se suit par un chapitre qui s'appelle Le sens de la communauté. Et donc, on est en plein dedans. Effectivement, comment penser une existence de l'homme qui ne soit pas uniquement réductible à celle d'un individu atomisé, atomistique, mais qui puisse avoir une existence communautaire réelle. Et donc, je crois que là, les auteurs restés sont multiples. Il y a d'abord ceux, je crois, qui sont parfois plus difficiles d'accès, mais philosophiquement très importants, qui nous montrent quasiment l'impossibilité théorique de l'individualisme pur. C'est-à-dire l'idée qu'un individu pur, au final, c'est une abstraction. Et là, on a des auteurs, alors on peut les citer d'ailleurs, Guillaume Travers, par exemple. Pour donner là, concrètement, nous n'avons parlé que du livre jusqu'à présent, véritablement, d'une manière un peu singulière, mais nous n'avons parlé que du livre. Mais alors peut-on simplement donner quelques exemples précis? Alors, par exemple, je pense à des auteurs qui sont parfois un peu méconnus en France, mais comme Michael Sandel ou Charles Taylor, qui sont deux auteurs d'un courant qu'on appelle communautarien, notamment à la fois en Angleterre et aux États-Unis. Et ces auteurs nous disent, par exemple, l'homme moderne ou la philosophie moderne veut penser l'individu comme préexistant à toutes ses fins. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, ça veut dire que si j'aime telle ou telle chose, si j'ai tel ou tel objectif, cela ne me définit pas en soi, puisque je pourrais choisir toute autre fin et toute autre forme d'appartenance et d'être au monde. Mais, nous disent ces auteurs-là, il y a là-dedans un problème logique, une sorte d'aporie, qui est la suivante, qui est que bien si rien de ce que je suis ne me définit, ou rien de ce que j'ai comme but dans le monde ne me définit, tout est contingent, eh bien que suis-je? Au final, je ne suis plus qu'une pure abstraction qui n'a aucune existence. Donc il y a un problème presque philosophique et logique avec l'individualisme poussé à son terme. Donc on a à la fois cette critique-là, et puis on a des auteurs beaucoup plus concrets, si l'on veut, qui nous montrent le fait qu'on ne peut pas, de manière vivable, se séparer de toute communauté. Et on a par exemple un auteur qui m'est très cher, sur lequel j'ai écrit, qui est Robert Nisbet, dans son grand livre qui s'appelle La tradition sociologique. Nisbet nous montre que toute la pensée sociologique qui s'est développée à la fin du 19e siècle est en fait une réaction à l'économisme qui devient à l'époque dominant, à l'individualisme qui devient dominant, et qui nous montre qu'il y a énormément de faits qu'on ne peut pas comprendre simplement par référence à l'individu. Et que énormément de faits sociaux, de croyances sociales, de dynamiques sociales ne peuvent être comprises que si l'on comprend que l'homme est nécessairement partie prenante à des communautés. Et là, il nous le démontre de manière absolument magistrale. Mais l'on pourrait évidemment citer... il y a la distinction canonique de Taunise, communauté et société, évidemment, qui constitue qui est essentiel pour comprendre la modernité. C'est vraiment essentiel. Donc on pourrait citer aussi dans ce chapitre 11, Le sens de la communauté, Ernest Renan. On commence par Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation? Citons Gilbert Durand, le grand Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire. Je crois me souvenir que c'est Pascal Esseric qui a fait une très belle notice d'ailleurs. Absolument, la notice. Claude Lévi-Strauss, Race et culture. Ivan Illich, La convivialité. Philippe Ariès, L'homme devant la mort. Robert Jolin, Les chemins du vide, et puis les auteurs que vous avez signalés. Voilà un exemple à la fois de la variété et de l'unité de ce volume. Tout à fait. Et il est bien évident qu'effectivement la critique de l'individualisme et la nécessité de faire communauté, de recréer des communautés, est un des thèmes déterminants dans ce livre. Qui sort évidemment à un moment où l'on prend conscience, depuis un petit moment, mais que l'Europe est en très grand danger d'effacement civilisationnel et qu'il est nécessité de recréer des communautés, des mythologies, etc., une éthique européenne qui parcourt nos terres depuis des millénaires et qu'il faut entretenir, faire revivre, raviver perpétuellement. Alors justement, à ce propos de ces mythologies, de ces récits fondateurs, Guillaume Travers, donc je rappelle que vous êtes professeur d'économie, journaliste, essayiste, que vous avez publié déjà plusieurs ouvrages, et
que vous avez co-dirigé avec Alain de Benoît. Cet ouvrage, donc, La bibliothèque du jeune européen, 200 essais pour apprendre à penser. Alors, à propos de ces récits fondateurs et de vos centres d'intérêt là, plus personnels, j'ai été très heureux de voir que vous vous intéressiez de près, par exemple, à la chanson de Roland. Tout à fait. Alors, pourriez-vous nous en dire un peu plus? À la fois sur vous et puis sur la chanson de Roland. En quoi est-ce un récit fondateur européen? Alors, bon, c'est évidemment... Alors, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles j'ai écrit cette notice. La première, c'est il y a des raisons très pratiques, c'est que il y avait une notice qui n'avait pas trouvé preneur. On aurait pu avoir un médiéviste éminent pour écrire là-dessus. Il se trouve que moi, c'est un texte que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup lu. Donc, comme les grandes chansons de gestes médiévales, et je crois que c'est fondateur à plusieurs titres. Bon, c'est déjà alors un thème intéressant, c'est que ça évoque des événements bien antérieurs qui font référence à l'époque carolingienne, et donc il y a toute une tradition orale. Il y a plusieurs hypothèses sur la chanson de Roland, mais la plus crédible est celle qu'il y a eu une tradition orale qui remonte assez ancienne, qui a été mise par écrit assez tardivement. On a d'ailleurs plusieurs versions écrites différentes de la chanson de Roland, ce qui suggère effectivement une mise par écrit de différentes versions qui ont pu évoluer un peu au fil du temps. C'est un thème, le personnage de Roland, qui a imprégné tout l'imaginaire chevaleresque médiéval. C'est évidemment des valeurs chevaleresques qui sont centrales dans l'imaginaire européen de cette période. Alors, pas pour la chanson de Roland, mais pour d'autres chansons de gestes, on a également pu montrer de manière assez convaincante, je crois, que ça fait écho à certains thèmes trifonctionnels dont Dumézil a beaucoup parlé et dont on cite d'ailleurs. On peut ajouter qu'il y a à la fin de chaque notice une très brève bibliographie. Oui, vous avez tout à fait raison. Où l'on a à chaque fois essayé de sélectionner les quelques textes les plus pertinents pour approfondir l'étude d'une œuvre ou d'un auteur, et qu'en l'occurrence on a par exemple un livre scientifique qui a montré les fondements trifonctionnels de certaines chansons de gestes. Donc on a là, je crois, par exemple un très bon exemple d'écrit qui a historiquement joué un rôle important, qui peut encore nous parler à l'heure actuelle, dont les représentations dans la postérité est multiple, dans l'art, dans la littérature, etc. Et qui lui-même reprenait déjà des thèmes plus anciens. Donc on est vraiment au cœur d'un mythe européen tout à fait important. Et qui est tout à fait cohérent avec vos propres préoccupations autour de l'économie médiévale. Exactement, exactement. On reste dans un modèle qui est... C'est évidemment un thème... j'aime à dire, quand je parle du Moyen-Âge, que les grandes figures tutélaires du Moyen-Âge, c'est absolument pas les 100 personnes les plus riches de France, comme on fait aujourd'hui en couverture des magazines, mais c'est le saint et le chevalier. Donc la figure du chevalier est essentielle dans tout cet imaginaire-là. Oui, ce qui en dit long d'ailleurs sur l'involution que représente le pseudo-progressisme. Tout à fait. Le progressisme est une involution terrifiante. Tout à fait. Les valeurs chevaleresques sont rarement en une des magazines aujourd'hui, c'est bien évident. Exactement. Et alors sur ce nom-là d'Europe, vous avez également rédigé, Guillaume Travers, la notice concernant l'Assomption de l'Europe d'Abellio. Il y a eu beaucoup de discussions, il y a encore pas mal de discussions sur la distinction entre Europe et Occident. Et là, Abellio d'ailleurs adopte un positionnement qui est assez singulier. Vous, à titre personnel et au-delà d'ailleurs, est-ce que vous faites une distinction entre l'Europe et l'Occident? Et si oui, laquelle? Ou bien est-ce que ce sont deux notions qui vous paraissent devoir être pensées de manière similaire, enfin, ou assez proche? Oui, alors cette question passionnante qui n'est probablement pas une bonne réponse, enfin pas une réponse unique en tout cas. Il est vrai que la réponse d'Abellio est très singulière et probablement à l'opposé de celle qu'on aimerait, ou en tout cas dans le choix des termes. Il est vrai que ma propre pensée sur le sujet a été très directement façonnée par celle d'Alain de Benoît, je crois, qui a tenté d'opposer assez fortement l'Europe à l'Occident. Après, après, il y a évidemment deux choses. Est-ce que c'est juste une terminologie? Et si c'est uniquement les termes, bon, c'est pas très important. Mais est-ce qu'il y a vraiment des différences de fond? Et je crois que le terme d'Europe, en tout cas, fait référence à une réalité historique et civilisationnelle beaucoup plus ancienne, alors que l'Occident peut, en tout cas dans l'acception que ce terme a pris, notamment à l'aune des événements géopolitiques des dernières décennies, peut être plus condamnable. Il inclut évidemment toute la
l'aspect américain que n'a pas l'Europe, mais aussi potentiellement des valeurs potentiellement beaucoup plus libérales, beaucoup plus marchandes, beaucoup plus impérialistes, auxquelles je n'adhère pas franchement. Donc voilà ce que je pourrais en dire. D'accord. Et vous avez également rédigé la notice sur l'Europe au sans-drapeau. De Yann Fouéré. Donc cette vision d'une Europe des peuples et d'une Europe entre guillemets des ethnies, enfin d'une Europe vraiment des peuples organiques tout simplement, ou des peuples autochtones, comment peut-on la décrire, quelle est-elle, et en quoi, même si on a dit déjà quelques mots, en quoi s'oppose-t-elle évidemment à l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui vécu, hélas. Alors très intéressant, oui, effectivement, Fouéré, un auteur qui peut surprendre parce que je pense que peu de gens le mettraient dans les 200 livres à lire les plus importants. Mais bon, ça fait partie, je pense, de ce projet également de mettre en avant des auteurs un peu méconnus, d'ailleurs assez peu trouvables puisque le livre en question n'est pas réédité malheureusement. Alors on le trouve d'occasion, mais c'est évidemment l'idée d'une Europe qui a certes une unité de civilisation. Donc à l'échelle du continent européen, mais qui se décline en une multitude de peuples et de provinces ayant chacun leur génie propre. Et donc c'est évidemment le grand thème du régionalisme ou du provincialisme, qui est cher d'ailleurs à beaucoup d'auteurs. On peut penser également à Maurras, qui a également une belle notice là-dedans. Barès aussi. Barès également, etc. Et donc l'idée que l'unité européenne n'est pas une unité purement externe, purement extérieure, purement mécanique, mais vraiment une forme d'unité qui se décline dans tout un tas de communautés vivantes où d'ailleurs souvent les mêmes traditions se retrouvent de manière très ancienne dans chacune de ces provinces, mais avec des formes différentes, des interprétations différentes, des rites différents. Et donc ça, je crois, est une source de richesse absolument immense qui a été en partie balayée par à la fois la montée de l'État-nation moderne. Oui. Pensons notamment à la richesse linguistique, qui parfois a disparu, parfois s'est maintenue tant bien que mal, mais qui, bon, dans tous les cas, est assez... Les volontés d'arasement, et en particulier en France, les volontés jacobines d'arasement ont fait leur œuvre. Hein. Exactement. Encore des œuvres. Exactement. Et puis, qui parfois subsiste, mais on pense, alors j'ai également une notice très intéressante, je pense, qui est celle le livre de Braudel. J'allais vous en parler. Sur l'identité de la France. Absolument, tout à fait, je vous en prie. Qui est un livre, d'ailleurs, je connais très bien Braudel pour ses travaux d'histoire économique. Je connaissais beaucoup moins ce livre, qui d'ailleurs n'est pas terminé, puisqu'il y a que 3 volumes sur les 6 qui étaient prévus. Et Braudel a un premier volume, en tout cas des premiers chapitres absolument passionnants, où il nous montre que la France, alors historiquement, est avant tout multiple. Et Braudel a des pages absolument merveilleuses où il nous montre que, historiquement, quand on passe d'une vallée à l'autre, d'une région à l'autre, il y a des types de toits différents, des types de tuiles différents, des types de clochers différents, de pierres différentes. Tout est différent. Et donc le thème de Braudel est de montrer comment, malgré toute cette diversité, il y a une forme d'unité. Mais je crois que cette diversité est ce qui fait la richesse de nos paysages, de notre histoire, de notre civilisation. Et bon, pour finir la question, qu'est-ce qui l'oppose à l'Europe telle qu'on l'a construite aujourd'hui, telle que l'Union européenne l'a construite aujourd'hui? Beaucoup de choses, parce que l'Europe est avant tout une volonté, une sorte de création technocratique par le haut, qui ne fait vivre que de manière absolument secondaire le principe de subsidiarité qui pourtant fait partie de ces statuts, mais qui n'est pas réellement une réalité vivante, très loin de là. Au contraire, évidemment. Denis de Rougemont, l'aventure occidentale de l'homme, j'en reste sur cette idée de comparaison, Europe-Occident. Là encore, donc, un auteur et un ouvrage sur lequel vous avez travaillé. Tout à fait. Donc, Denis de Rougemont, non-conformiste des années 30, œuvre pareil, assez indescriptible, très intéressante, parcourue de fulgurance, etc., où on a, alors c'est intéressant, il a une image qui est de l'histoire européenne qui est très belle. Il nous dit il y a des peuples dont l'histoire est purement linéaire, d'autres purement cyclique, et lui nous dit l'Europe c'est une grande spirale, c'est une tension permanente, une sorte de ligne de crête entre des principes contradictoires. Et alors effectivement où on a
la tentation soit du pur matérialisme, soit du pur spiritualisme. Alors, et nous dit il y a les civilisations qui sont purement spirituelles et qui refusent le matériel. Il y a celles pour lesquelles c'est l'inverse. Et nous dit l'Europe, ce qui fait sa grandeur, c'est une ligne de crête permanente et un basculement permanent entre des grands principes. Donc c'est à nouveau un livre assez indescriptible. Pour celui qui l'aborde sans préparation, on peut se demander parfois où il veut en venir, mais c'est un livre qui en même temps foisonne de très très belles intuitions sur notre histoire, notre civilisation, notre culture. C'est, je crois, vraiment également une très belle lecture. Alors tous les chapitres, je ne sais même pas si on l'a dit, mais il y a donc, on a évoqué dans les grandes lignes, la plupart d'entre eux, il y a 15 chapitres dans cet ouvrage, La Bibliothèque du jeune européen. Il y en a un qui m'a particulièrement, enfin tous m'ont intéressé pour plein de raisons, mais il y en a un qui m'a intéressé particulièrement, c'est Penser le sacré. Oui. Alors je vous donne là encore quelques titres d'auteurs et d'ouvrages qui sont traités. Cels, le discours vrai, Julien Laposta contre les Galiléens, Hölderlin, les hymnes, David Herbert Lawrence, Apocalypse, les dieux de la Grèce de Walter Otto, Bergson, les deux sources de la morale et de la religion, Roger Caillois, l'homme et le sacré, Eliade, le traité d'histoire des religions, Louis Rougier, le conflit du christianisme primitif et de la civilisation antique, Marcel Gauchet, le désenchantement du monde, et Jan Assmann, le prix du monothéisme. Voilà, c'est intéressant, je crois, de citer, parce que ça donnera aux auditeurs vraiment l'idée de la richesse de cet ouvrage. Donc, ce sacré européen, comment peut-on là encore l'interpréter, étant entendu que l'Europe a été, dans son histoire, le lieu d'un changement massif du point de vue spirituel. Alors, soit on considère que c'est un changement massif, soit on considère que c'est un changement qui est plus nuancé que cela. Ça dépend des regards, des perspectives, mais qui en gros, puisque nous vous évoquions Jean-François Gautier et l'Esprit des dieux, qui est en gros le passage du polythéisme au monothéisme, du monde grec au monde biblique, et tout ceci s'étant effectué dans ce que l'on a appelé la chrétienté. Le Novalis utilise ce terme, Europe ou la chrétienté. Comment voyez-vous ce sacré européen? Est-ce que vous l'interprétez, personnellement, là encore, est-ce que vous l'interprétez plutôt en termes de rupture, ou bien l'interprétez-vous plutôt en termes de continuité? Et voilà, comment percevez-vous? Très intéressant. Tout d'abord, évidemment, dire que l'ouvrage a plusieurs auteurs importants qui nous parlent du polythéisme antique, depuis Walter Otto jusqu'à bien d'autres. Et donc, évidemment, traditionnellement, en tout cas dans la période pré-chrétienne, l'Europe pense toujours le divin de manière plurielle, où chaque dieu à son dieu antagonique, et c'est ce que nous dit d'ailleurs Jean-François Gautier dans son très beau livre, c'est qu'en fait il n'y a pas uniquement Hermès tout seul, il y a Hermès et Hestia, il n'y a pas uniquement Apollon, mais il y a Dionysos également, donc en fait il y a toujours des couples de dieux. C'est l'unité des contraires. Exactement, qui reflètent des contraires, et il n'y a pas uniquement une série de dieux individuels, donc c'est même pas uniquement un polythéisme au sens de pluralité, mais c'est toujours une complexité du monde articulée selon des contraires, etc. Et il est bien évident que l'éruption du christianisme a bouleversé tout ça avec la nouveauté radicale qui a été celle du monothéisme, qui d'ailleurs, et là je crois que le livre par exemple de Assmann dont on parlait, le prix du monothéisme, est très intéressant. Assmann nous dit ce qui change d'ailleurs, c'est pas tellement le nombre de dieux qui est important, c'est pas qu'il y en ait un ou qu'il y en ait deux ou qu'il y en ait 15, c'est avant tout un rapport au monde et un rapport à la vérité, l'idée d'une vérité soit faite de l'articulation des contraires, soit faite d'une sorte de vérité unique révélée. Alors, quelle est la place du christianisme là-dedans? Il est bien évident que, notamment sous l'impulsion d'Alain de Benoît, on ne s'en étonnera pas tellement, il y ait peu d'auteurs, en tout cas il n'y a pas par exemple la Bible dans cet ouvrage. Je crois que là-dessus, il faut avoir une position assez nuancée, et la mienne sera peut-être plus nuancée que celle d'Alain de Benoît, je ne sais pas. Je crois qu'il faut distinguer assez fortement le christianisme primitif, comme d'ailleurs le fait assez bien Louis Rougier, que l'on citait à l'instant, et le christianisme des siècles suivants, qui s'est fondu
dans l'histoire et les institutions européennes, et on peut penser à énormément d'exemples, mais par exemple si on prend la question de l'iconoclasme ou de la relation à l'image, de manière primitive, le christianisme a été iconoclaste et a été très opposé à la représentation, et l'on sait que par la suite, dans la période médiévale, il a énormément représenté et il a produit un art absolument somptueux. De même, je crois que si l'on prend le primitif, il a été avant tout centré sur des dogmes, le progrès dans la définition dogmatique d'une religion, alors que par la suite, il y a tout un christianisme populaire, fait de traditions vivantes qui ont été progressivement réincorporées, etc. Et de sorte que l'on peut voir dans énormément de traditions populaires chrétiennes une sorte de paganisme christianisé dans des processions, dans des cérémonies, dans des arbres sacrés, dans absolument tout un tas de rites, etc. Et donc je crois que certaines dimensions dans l'histoire longue du polythéisme européen ont survécu très longuement à l'essor du christianisme. Et lui-même, le christianisme a été fondamentalement modelé par cet apport européen qui est assez indiscutable. On en revient à votre cher Moyen-Âge, Guillaume Travers, parce que le Moyen-Âge, de ce point de vue-là, la chrétienté médiévale, ce que l'on a appelé la chrétienté médiévale, aussi bien dans le domaine politique avec la question des ordres, bien entendu, de la trifonctionnalité, avec la piété populaire. Tout à fait. Y compris d'ailleurs la piété mariale. Bien sûr. Là, on a véritablement encore toute la question des saints, évidemment. Des saints, bien sûr. Et d'ailleurs, la plupart puisque une partie de l'ouvrage, vous l'avez dit, est consacrée, un chapitre est consacré à l'antimodernité, la critique de la modernité, exactement. Mais même les penseurs les plus hostiles à l'endroit du christianisme, je pense à Evola par exemple, là avec raison bien sûr, Evola est fondamental, c'est la notice qui lui est consacrée est consacrée à son maître livre, enfin l'un de ses maîtres livres, Révolte contre le monde moderne, mais même Evola qui se situe dans une perspective très antichrétienne, très nietzschéenne pour quantité de raisons, considère que le monde médiéval est évidemment un monde traditionnel, participe de la tradition. Tout à fait. Et à l'inverse, on a aussi dans ces pages des auteurs chrétiens tout à fait importants, notamment deux qui vous sont très chers, Péguy et Bernanos, qui s'approprient très largement cette critique de la modernité qui s'attache à ce christianisme populaire traditionnel par rapport à une sorte de religion abstraite qui commence à apparaître à leur époque. Tout à fait. Et alors justement, j'en profite là encore parce que c'est toujours, je crois, précieux de donner aux auditeurs des exemples précis. Dans ce chapitre 10, Critique de la modernité, bien il s'ouvre sur Joseph de Maistre. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Considération sur la France. Évidemment. Voilà. On a deux chapitres plus bas, Donoso Cortés, enfin on a... Exactement. Péguy, que vous citiez, bien sûr. Puis, ensuite, évidemment, Bernanos, La France contre les robots, Guénon. Hannah Arendt, Conditions de l'homme moderne. Marcuse, signalons également Marcuse, L'homme unidimensionnel. Tout à fait. Qui est également Michel Villet, Critique de la pensée juridique moderne. Jacques Ellul, Le système technicien. Alain de Benoît, Contre le libéralisme, qui est évidemment un livre fondamental, c'est lui qui clôt ce chapitre. La pensée de la technique, Guillaume Travers, on l'a commencé à l'évoquer. Jacques Ellul, le lien, est-ce que c'est un auteur qui a... Est-ce qu'il incarne, d'après vous, Ellul, peut-être l'harmonie ou le point d'équilibre le plus parmi les plus justes, disons, entre la critique de la technique, l'écologie et une certaine conception de la spiritualité, puisqu'il était animé lui-même. Ellul est un auteur important. Fondamental. Moi, c'est vraiment un auteur qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup lu à une époque et que je relis d'ailleurs régulièrement. Enfin, notamment là, j'ai relu récemment son histoire des institutions, donc un ouvrage beaucoup plus juridique, qui était ses cours en fait qu'il faisait en histoire du droit, mais c'est un auteur qui me semble essentiel pour penser la technique, qui est d'une clarté, d'une intelligence assez considérable, plus accessible en première approche que Heidegger ou d'autres. Bien sûr. Qui a également des livres magnifiques sur la bourgeoisie et la figure du bourgeois.
et qui me semble effectivement une incarnation très intéressante d'un équilibre entre à la fois une foi et puis une pensée de l'écologie, critique de la technique très intéressante. Vraiment, je pense que c'est un auteur parfois peu connu dans nos milieux, mais vraiment à découvrir. Hein. Et alors justement, parce que tout de même, lors d'une émission précédente à laquelle nous participions tous les deux, nous étions dans ce même studio à l'invitation de notre ami Thomas Hentier, vous avez évoqué Werner Sombart. Vous connaissez très bien l'œuvre de Werner Sombart, et nous avons évoqué tout à l'heure de manière un peu rapide le bourgeois. Werner Sombart, pourriez-vous le présenter pour les auditeurs? Alors oui, Werner Sombart, c'est donc un auteur à mes yeux très important. C'était probablement le plus grand économiste et sociologue au tournant du siècle, donc en 1900. Son grand livre, qui n'est malheureusement pas traduit intégralement en français, Der moderne Kapitalismus, donc le capitalisme moderne, paraît en 1902. C'est vraiment lui qui introduit le terme de capitalisme dans la littérature scientifique. Marx n'en parle quasiment pas et Weber le reprendra par la suite. Et c'est un auteur qui, par ailleurs, a une œuvre d'historien de l'économie, mais aussi qui est sociologue, qui est d'une ampleur de vue assez considérable, et dont malheureusement l'œuvre est peu accessible à l'heure actuelle, à l'exception de quelques rééditions, dont Le Bourgeois dont on parlait à l'instant. Et je crois que vous avez traduit également, Guillaume Travers, un chapitre. Alors, en fait, on l'a republié, je l'ai préfacé, mais il était déjà traduit dans les années 20, c'est une vieille traduction. D'accord. Et par contre, nous préparons une traduction d'un livre inédit avec Alain de Benoît, de Luxe et Capitalisme, qui devrait sortir en 2022, probablement. Très bien, voilà. Très bien. Alors nous arrivons au terme de cette émission, Guillaume Travers. Je rappelle le titre de cet ouvrage que vous avez co-dirigé avec Alain de Benoît, La Bibliothèque du jeune Européen, 200 essais pour apprendre à penser. J'espère que même si nous avons été au galop, forcément, 1 heure d'émission, c'est très court, mais en même temps, je crois que l'on a pu dire bien des choses. On a pu essayer de présenter quelques grands axes, et j'espère que nous aurons donné envie aux lecteurs de se précipiter sur ces notices, donc très très précises, très minutieuses, très bien faites, très variées, et en même temps très rigoureuses. C'est une façon, je crois, de s'approprier notre héritage intellectuel et spirituel européen, et c'est une manière d'exercice de piété filiale, je dirais, à l'endroit de nos pères. Merci beaucoup, Guillaume Travers, de votre présence. Merci à vous. Et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir.